Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Madame Fabienne Perrin, qui est conseillère départementale chargée du logement, présidente du comité de soutien de Valérie Pécresse, ancienne militante du RPR, de l'UMP, aujourd'hui des Républicains. Bienvenue dans l'émission Face aux jeunes. Bienvenue, je vous remercie de cette bienvenue et merci pour votre invitation. Je fais un exercice que je ne mesure pas, puisque votre invitation était relativement succincte, mais j'ai eu envie d'être présent sur cet événement, et notamment parce que c'était avec trait à la jeunesse et avec des jeunes. Je vous remercie, c'est vrai que c'est une nouveauté. C'était une émission auparavant qui était proposée sur l'antenne de RL2, une émission dédiée à la jeunesse également, dans laquelle je recevais des invités politiques. J'ai notamment reçu Monsieur François-Noël Buffet, qui était également travaillé à la métropole de Lyon, qui a été également élu à ce sujet-là, qui était de votre parti également. La première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui, alors qu'on a des jeunes qui sont ici présents et qui vont aussi vous poser des questions, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à soutenir Valérie Pécresse ? Alors, je ne sais pas si c'est une question en lien avec la jeunesse, parce que de toute façon, être candidate à une élection, c'est en tous les cas, et là je parle de Valérie Pécresse, on est bien d'accord, c'est en tous les cas la volonté de répondre à toutes les strates de la population et à la fois dans ses soucis, dans ses besoins, et apporter une réponse qui soit concrète et cohérente avec les attentes. Très bien. J'ai regardé aujourd'hui moi le programme de Valérie Pécresse concernant la jeunesse et je vois que vous aviez une mesure concernant le permis de conduire. Et c'est vrai qu'en tant que jeune, j'ai passé mon permis de conduire moi un petit peu plus tard qu'à 18 ans. J'ai mis un petit peu le temps aussi pour des questions de financement. Et j'ai vu une mesure d'abaissement de la possibilité de passer le permis de conduire à 16 ans et de passer le code au collège. Alors en quoi ça va aider les jeunes financièrement pour leur permis cette mesure ? Alors, recadrons les choses. Le permis de conduire, qu'est-ce que c'est ? C'est la liberté d'aller travailler. La plupart du temps. Actuellement, on est avec des étudiants qui sortent d'un cursus ou pas d'étudiants, des gens qui sortent de l'école et qui se retrouvent dans l'impossibilité de prendre un travail parce que ce travail nécessite pour eux d'avoir tant une voiture pour se déplacer que le permis de conduire nécessairement. D'ailleurs, si vous regardez la presse de tous les jours, elle vous relate tous les jours des gens qui sont pris au volant de leur voiture sans permis de conduire. Donc ça veut dire que c'est un vrai enjeu de société et que les jeunes, il n'est pas évident pour eux de passer un permis de conduire parce que ça coûte horriblement cher. Alors, il y a quelques années, quand le service militaire existait, c'était bien pratique. C'est-à-dire que... Vous proposez de le rétablir ? C'est pas du tout dans mes intentions pour l'instant parce que je pense que c'est une chose qui a ses intérêts, ses inconvénients, qui a besoin d'être totalement reconsidérée et repesée pour savoir si effectivement ça pourrait être une mesure cohérente avec la population, toujours avec la population et les jeunes qui seront les premiers concernés. Et concernant le permis de conduire, la mesure d'abaissement permet de le passer plus tôt, mais ça ne permet pas d'avoir des financements conséquents. 2 ans plus tôt, les jeunes n'ont pas forcément le financement, même à 16 ans, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir financer leur permis, donc ils doivent compter sur leurs parents. Est-ce que ce n'est pas une mesure qui va renforcer au contraire des inégalités familiales ? À l'identique de maintenant, je ne pense pas. Parce que je me dis, et vous l'avez souligné vous-même, qu'il était question que ce soit abordé à partir du collège. Le code, oui. Et oui, et bien le code, c'est déjà la première étape. Donc on peut se dire que les étudiants auront peut-être pas forcément les moyens, pas forcément certaines possibilités de le passer. C'est vrai que les familles, quelquefois, s'endettent. Faut le reconnaître, les jeunes aussi. Parce qu'effectivement, ils ont besoin, vous savez, il y avait eu la mesure du permis à 1 euro. À 1 euro, oui. 1 euro par jour. Pas le prix total, il faut bien mettre les choses à leur place. Et effectivement, il serait temps peut-être de réfléchir à cette utilité-là. Parce qu'effectivement, on peut passer déjà son code. Son code, c'est une éducation, c'est une prévention. Le code, c'est pas par hasard que ça a été créé. C'est pour qu'on conduise tous et qu'on se respecte dans les fonctionnements, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'accident et que tout le monde puisse faire ce qu'il a à faire. Donc déjà, en termes de prévention, on a déjà fait un pas. Ça veut dire aussi qu'on ne le paye pas, c'est toujours une première chose. Et deuxièmement, ça veut dire qu'on intègre dans la vie de tout un chacun la conduite. Moi, à mon avis, c'est une première percée dans une politique générale de la jeunesse. Je vous l'accorde, elle est peut-être pas au complet, mais c'est un premier début. Et peut-être faudra-t-il convenir avec... pas les lycées, mais peut-être autre chose, des moyens pour les jeunes de pouvoir passer leur permis de conduire.
Très bien, vous avez bien entendu sur cette question. Je vais passer une question sur l'entrepreneuriat parce que j'ai été assez surpris de voir dans le programme de Valérie Pécresse concernant la jeunesse une volonté de valoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Je trouve que c'était plutôt une bonne idée, globalement. Effectivement, moi je suis moi-même auto-entrepreneur, donc vous parlez à quelqu'un qui est sensibilisé à ces questions-là. Il existe de nombreux dispositifs de financement aujourd'hui. Il existe les D2E, les diplômes étudiants entrepreneurs. On a également des partenariats avec les jeunes chambres économiques, les centres d'entrepreneuriat qui sont là aussi pour aider les jeunes dans le développement de leur activité économique, mais également parce qu'il y a des jeunes qui veulent créer des projets tout simplement. Et j'ai vu une mesure qui m'a un petit peu surpris, un petit peu déconcerté aussi. J'aimerais que vous puissiez un petit peu l'éclairer. C'est que Valérie Pécresse propose de créer de manière automatique un identifiant et un statut jeune entrepreneur pour tous les jeunes à partir de 16 ans. Alors j'aimerais éclairer un petit peu cette mesure parce que je ne vois pas l'objectif de cette mesure si ce n'est peut-être une stratégie pour gonfler les chiffres de création d'entreprise. On pourrait le voir comme ça, c'est tout à fait possible. Mais ça veut dire qu'on verrait la face émerger de l'iceberg. Qu'y a-t-il au fond ? Alors vous qui êtes auto-entrepreneur, vous avez bénéficié d'une mesure qui a été créée par Nicolas Sarkozy. Laquelle ? Le statut d'auto-entrepreneur. D'accord. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que vous bénéficiez déjà de cette espèce d'autonomie que tout un chacun, et beaucoup de Français d'ailleurs, les Français ils aiment beaucoup penser, créer, avoir la possibilité de mettre en œuvre. J'en veux pour exemple le statut d'auto-entrepreneur qui est un vrai succès, il faut le reconnaître. Et l'autre qui est aussi le mouvement associatif. Je le mets toujours en parallèle parce que c'est l'initiative personnelle qui engage la personne, pas forcément de l'argent, et je trouve que c'est pas mal. Et donc le Français qui a quand même cette fibre de créateur, d'entrepreneur, trouve là, quel que soit son âge, donc 16 ans, donc pas la majorité, la possibilité d'exister au travers de quelque chose qu'il va créer, qu'il va développer, qu'il va apporter à l'autre. Et déjà, dans sa tête, il peut être, vous savez, le geek là, le soir devant son ordinateur, qui va dire ça, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Hop, il peut très bien trouver l'idée. Vous savez, on a tous des licornes partout. Mais il faut aussi peut-être des financements, il faut peut-être aussi des encouragements pour pouvoir développer ça. Tout le monde n'est pas aujourd'hui à 16 ans, même avec des bonnes idées. On ne manque pas d'idées. Vous savez, en France, il y avait cette fameuse phrase, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors peut-être qu'il nous manque un petit peu du concret pour faire fructifier vraiment ces idées. Je peux vous assurer que le passage de l'idéation, de l'idée concrète à la réalité de terrain est assez compliqué. Je suis pas sûr que vous savez que nous sommes aussi à côté de la ville aux 1000 brevets. Saint-Étienne, c'est la ville aux 1000 brevets. C'est important ça aussi. Vous connaissez l'économie participative, ça existe ça bien aussi. Sûr. Si je vous parlais d'activité associative, il n'y a pas de hasard. On est d'accord. Donc c'est pour rapprocher les situations. Et vous savez qu'il y a des personnes qui vous expliqueront qu'ils ont eu une idée géniale, qui se sont débrouillés. Moi, vous savez, je suis comme les jeunes, je suis sur les réseaux. Moi, j'avoue, Facebook, pour moi, ça a été une révolution. Il est parti de rien. Il est parti de rien. Je sais pas si vous avez il n'avait pas le statut d'auto-entrepreneur. Non, parce qu'aux États-Unis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc... Mais regardez, avec rien, avec son ordinateur, il a été en capacité de créer. Eh bien, moi, j'y crois à ça. J'y crois vraiment. Vous pensez comme Valérie Pécresse, parce que j'avoue que dans son programme, ça m'a fait un petit peu sourire. Elle a beaucoup, elle voue un certain culte aux héros français. On l'a entendu parler récemment de Molière. Elle veut créer une journée nationale du héros français dans les écoles. Elle veut renommer les promotions du baccalauréat avec un héros français, etc., local ou national, enfin peu importe, ou récent ou plus ancien. Vous trouvez que les jeunes manquent d'héroïsme ? Je dis pas qu'il manque d'héroïsme, rien à voir. Je pense que c'est à rien à voir. Mais par contre, honorer le héros, ça n'a jamais, en tous les cas, je vais vous dire, ça ne mange pas de pain. J'ai envie de vous dire, au contraire, ça apporte simplement une vision sur quelqu'un qui a fait quelque chose et tout un chacun peut s'identifier. Moi, un héros, il s'appelle pas forcément Charles de Gaulle, il s'appelle pas forcément Molière. Napoléon ? Ou Napoléon, pourquoi pas ? Napoléon, ça pourrait être un titre, une petite de promotion du baccalauréat ? Qu'est-ce qui nous l'interdirait ? Quelle est la personne qui a été au pouvoir aussi courtement, qui a autant bouleversé la société ? Quelle est la personne ? Robespierre. Ah, vous avez trouvé qu'il avait... Je ne sais pas, je vous pose la question. Non, mais moi je vous pose la question aussi. Est-ce qu'il n'a pas été... C'est pour ça que je dis vous trouvez. Est-ce qu'on pourrait avoir une promotion à Robespierre ? Alors, le vrai problème de Robespierre, c'est qu'il est plus que controversé,
Et que Napoléon aussi, vous concédez. Oui, mais vous concédez aussi qu'il lui est arrivé une chose bien différente. Même si nos amis anglais l'ont mis dans un coin, retenons quand même qu'il n'a pas été, il a été chef du tiers-État, mais pas de l'État. Et deuxièmement, Napoléon. Belle formule. C'est pas la même chose. Tiers-État. Et Napoléon, lui, a pompeusement, parce que moi, si vous voulez, le côté empire me gêne toujours un peu dans ma tête. Mais bon, il a été empereur. On ne peut pas lui recontester, c'est la réalité. Mais moi, ce qui m'impressionne chez un homme de cette trempe-là, c'est ce qu'il a été capable de faire avec le Code civil, par exemple. Le Code civil, il est encore là. Il est encore là. 200 ans après, il est toujours... Donc c'est un modèle pour la jeunesse aujourd'hui, ça pourrait. En termes de créativité, après, on est d'accord ou pas d'accord sur les campagnes, les guerres, etc., les conquêtes. En ce moment, c'est l'attaque de la Russie. On est d'accord. On est d'accord. Mais vous savez qu'on fait l'inverse. Bon, voilà. Je connais pas un héros qui ne soit pas un héros ou un homme célèbre qui ne soit pas controversé pour un aspect de sa personnalité. Donc moi dire que pourquoi pas Napoléon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais soyons d'abord clairs. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui tiens, une promotion Pablo Picasso, est-ce que ça gênerait quelqu'un? Je ne pense pas. Pour autant, moi, ça me gênerait. Il a pour autant un engagement aux côtés du Parti communiste. Alors moi, idéologiquement, ça ne me gêne absolument pas. Je vous le dis très honnêtement. Artistiquement? Non, c'est son comportement auprès des femmes et sa famille, où il n'a quand même pas été exemplaire. Et pourtant, je vous assure que chaque fois que je peux me rendre sur une exposition de Pablo Picasso, je m'y rends. Je suis fascinée par la capacité du trait de cet artiste. Donc on peut être pour l'héroïsme, considérer que les jeunes sont héroïques aussi, savoir mais quelle est être l'exemplarité. Quelle est l'exemplarité qu'on recherche? D'accord, j'ai très bien compris. Si c'est l'artiste ou si c'est l'homme. Très bien. Donc distinguer l'homme de l'artiste? On pourrait là, en l'occurrence, parce que pour Pablo Picasso, je le ferais. D'accord. Au niveau de l'emploi, maintenant, Valérie Pécresse propose de créer 1 million d'emplois numériques, notamment pour la jeunesse, 10 000 emplois jeunes supplémentaires, mettre en place des bourses au mérite pour faciliter la création culturelle. Donc j'ai bien noté ces différents points. Ça va certainement créer beaucoup d'emplois, mais comment faire face notamment à la fuite des cerveaux, notamment dans le secteur du numérique? Les jeunes qui sont formés dans le numérique sont quand même aujourd'hui très vite attrapés par les grandes universités anglaises ou américaines, et même parfois maintenant au Japon ou en Chine. Et on se rend compte qu'il y a quand même une fuite des cerveaux aujourd'hui en France. Comment y faire face alors que vous voulez précisément créer 1 million d'emplois dans le secteur du numérique? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, sauf à un détail près, qu'il n'en est pas un. Ils ne sont pas attirés, ils ne sont pas retenus en France, c'est toute la différence. C'est-à-dire nos chercheurs, nos trouveurs, nos personnes en capacité, notamment dans le numérique, de développer des choses ne sont pas retenus en France. À cause du salaire, certainement? Pas forcément. Il y a quand même une partie salariale importante. Un ingénieur aujourd'hui français traverse le Rhin, il gagne entre 50 et 60% supplémentaires. Moi, je suis infirmière, je traverserai la frontière suisse, je gagnerai 3 fois. Ah oui, c'est fort probable. D'accord. On est d'accord. Donc on sait que... Mais c'est quand même aussi l'argent qui va jouer là-dessus. Non, moi je suis pas d'accord. En partie. Eh ben moi je crois qu'un chercheur, il a autre chose qui le motive plus que l'argent. Parce qu'il n'y a que des chercheurs dont vont 1 million d'emplois numériques? Non, mais dans les numériques, c'est du développement, vous m'avez parlé. Hein. Oui, bien sûr. Un million. Hein. C'est pas 100 000, c'est 1 million. Parce que qu'est-ce que vous croyez? Le numérique, c'est la base de demain. Connaissez l'école Tumo? Non. Dites-moi. L'école Tumo. L'école Tumo, c'est une école qui a lieu et qui vit au niveau de Erevan, ça y est, j'ai perdu mon mot. En Arménie, pardon. Je suis allée la visiter parce que l'école Tumo propose un apprentissage de tout, suivant des modèles totalement différents de ceux que vous connaissez. Vous apprenez à jouer de la guitare sans connaître les notes, mais grâce à des systèmes informatiques et numériques. D'accord. Et cette école Tumo, elle est un vrai exemple. Elle a été fondée par la diaspora américaine d'origine arménienne. Et ils ont monté cette école qui fonctionne dans son autonomie, enfin avec un système... Bon. Là, tout le monde est créateur. Celui qui à un moment est étudiant, élève, demain sera le prof. Et ils apportent toute leur créativité et ça rentre là-dedans. Okay. Donc pour moi, si vous voulez, le numérique c'est la révolution. Le numérique c'est la nouveauté, c'est le nouvel alphabet.
Alors, On est dans une autre système de vue des choses. Et pour vous donner un exemple, le numérique, c'est aussi ce qui vous permet d'être rééduqué. mais vous pensez que les Rééduqué universités physiquement, françaises hein. aujourd'hui sont équipées pour créer ces 1 million d'emplois numériques, pour aller former la Et jeunesse de pourquoi demain? pas Pourquoi C'est- ne prendrions-nous pas le pari? On peut prendre le pari, mais avec le retard qu'on a accumulé, ne serait-ce que sur les datas numériques, sur la possession des données, sur les géants, les 4... Je dis qui ne tente rien n'a rien. Et si on est Est-ce sur que son c'est pas la compte à soi- croyance au Minitel face à Internet? Ah, mais le Minitel, il a eu son heure de gloire. Hein. Et il était a eu seul. aussi son heure Après, il faut savoir en sa changer au bon déception. moment. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Bon. Est-ce que c'est pas un peu tard, justement? Non, C'est la je question crois que pas. je vous pose. Non, parce que je crois qu'on est au début du numérique. D'accord. Vraiment, on est au début du numérique. Tout ce qui nous entoure est devenu numérique. Je vous parlais de la rééducation. La rééducation, vous avez une épaule abîmée? Ben, vous avez le feedback numérique qui va vous aider à la rééduquer. Mais c'est des technologies qui ne sont pas françaises. Vous avez vous-même Ah, pris un si, exemple si. d'Arménie. Ah, vous si, avez si. pris un exemple d'Arménie à l'instant. C'est Ça, des technologies qui ne l'exemple sont pas d'Arménie, françaises. C'est une technologie qui vient effectivement des États-Unis, donc soyons Eh oui, clairs. mais- oui. Et alors Est-ce que le vin français est moins bon aux États-Unis? Ah non, Est-ce le qu'il vin ne français- mérite pas d'être bu par les Mais Américains? parce qu'on a toujours été bon dans le vin, justement. Eh ben, Peut-être que vous ça devriez n'empêche- former 1 million d'œnologues. ça n'empêche que les œnologues américains ne sont pas forcément des mauvais. Non, bien sûr. Mais, ils mais exportent le vin, moins bien. il est ici. Moins bien de vin quand même. Et que- depuis quelque temps, les vins de Californie sont en train de taper un petit peu nos vins à nous. D'accord. Alors, Donc vous croyez à une remontada numérique moi, alors. je crois que la situation, elle est toujours à développer, à recréer. Et ce qu'on doit apprendre, c'est surtout à dire, on a des gens qui ont des capacités, essayons de les garder, essayons de leur donner ce qu'il leur faut, parce que c'est comme ça qu'on garde nos cerveaux, si je puis utiliser ce terme, nos créateurs. Puis il n'y a pas que des créateurs avec des cerveaux et des, comment je dirais, des diplômes à la clé. Il y a des gens Il y a qui des sont... manuels. il y a- Voilà, moi je suis fascinée par le monde des compagnons, fascinée par ce qu'ils sont en capacité de créer et ce qu'ils inventent. Parce qu'il faut inventer des choses, il faut En être parlant- créatif. En parlant Donc du du coup, donc moi vous savez, je suis une imperturbable optimiste et je suis sûre qu'il faut investir sur la jeunesse. Je suis sûre qu'il faut leur donner les moyens. Je suis sûre que c'est pas parce que c'est les États-Unis ou la Chine, parce que derrière les États-Unis, vous avez la Chine qui fabrique, hein. bien Il sûr. faut quand même remettre les choses à leur niveau. N'empêche que une fois qu'on a le moyen, eh ben, il faut faire avec ce moyen-là la créativité. Je vous parlais tout à l'heure que j'étais une ancienne personne qui avait géré un bloc opératoire. On a fait la celluliochirurgie. Celluliochirurgie mise au point par un Lyonnais, avec des moyens du bord, on va dire. Et puis après, tout ça s'est organisé avec des moyens qui étaient allemands, qui étaient anglais, américains. Il n'empêche que les meilleurs en celluliochirurgie pendant longtemps, eh ben, c'était les Français. Et les Stéphanois étaient quand même très bons. Vous avez parlé du cerveau, vous allez parler de la main, maintenant vous reparlez également du corps. Je veux continuer sur cette thématique-là, et c'est une thématique qui me tient personnellement très à cœur, puisque Valérie Pécresse, comme Emmanuel Macron assez récemment, parle beaucoup de l'endométriose. Vous savez, cette maladie féminine qui rend les règles très douloureuses. Pas que les règles, bien sûr. Et je suis très au courant de cette situation. Donc je la vis personnellement, pas moi, mais je la vis aux côtés de ma compagne au quotidien. Donc Valérie Pécresse souhaite la reconnaître pleinement, cette maladie. Et est-ce que ça va signifier qu'elle va prendre en compte les opérations, les traitements et les arrêts maladie remboursés par la sécurité sociale? Pour vous donner juste un exemple avant votre réponse, le reste à charge pour une opération aujourd'hui, je l'ai là noté, c'est l'équivalent de 1 000 €. En général, c'est souvent des femmes qui sont plus âgées, mais ça touche aussi des jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes. 1 000 € pour le reste à charge d'une opération, c'est énorme. La pilule, qui souvent est aussi en vente libre, certaines ne sont pas remboursées, coûte 70 € par mois. Et certaines femmes sont parfois obligées de se mettre en arrêt. On a des cas de femmes qui sont parfois architectes, avocates, qui font des métiers prenants, qui se mettent en arrêt maladie et qui sont parfois, quand elles sont salariées, qui vont se retrouver en arrêt maladie souvent et qui se font licencier derrière. Alors, et cette maladie, c'est beaucoup de souffrance, mais c'est aussi beaucoup de dépenses. Est-ce que la reconnaissance dont parle Valérie Pécresse, c'est le remboursement par la sécurité sociale? Alors, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? La reconnaissance, ça veut dire, alors déjà, première chose, merci Valérie Pécresse d'en parler. Merci de mettre un statut à cette maladie. Emmanuel Macron en a parlé un petit peu aussi.
Oui, Il en a parlé un petit peu, je vous le fais pas dire. Il en a fait une cause aussi assez récente, hein, je vous cache pas non plus, mais il en a parlé assez récemment. Assez récemment, et un petit peu comme vous l'avez dit, pas tant que ça, finalement. Deuxièmement, on peut lui reconnaître le fait d'avoir ouvert la brèche. C'est vrai. Et qui existait depuis tellement longtemps et qui était totalement méconnu. Alors, je vais vous dire, l'endométriose, c'est aussi des problèmes pour la naissance des enfants. Oui, bien sûr. Bien sûr. Peut-on avoir pour des les enfants accouchements ou pas. aussi. Oui. Il y a tout ce qui va avec et toutes les douleurs qui vont être permanentes et qui vont durer la vie durant au niveau de la vie des personnes et notamment des femmes. Et malgré les opérations, parfois. Quels que soient les traitements, oui. Je suis d'accord avec vous. Il n'empêche que donner un statut, ça veut dire, c'est quoi donner un statut? C'est pas dire, oh, bah, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, c'est reconnaître au titre de la sécurité sociale une forme de prise en charge maximum possible, comme on peut le faire sur le cancer, sur les maladies qu'on connaît comme les maladies Crohn, auto-immunes, etc. C'est-à-dire apporter aux patientes, parce que là en l'occurrence c'est que les femmes, la possibilité effectivement d'avoir cette reconnaissance et cette prise en charge maximale possible à leur côté, les accompagner. Mais c'est surtout, je crois, pour les femmes, et si vous êtes le conjoint de quelqu'un qui a cette maladie, oui. C'est quand même important d'exister par cette reconnaissance. Oui, complètement, d'accord. Et donc, du coup, donc il y aura bien un remboursement, on est d'accord. Normalement, si on reconnaît une maladie, vous savez, vous connaissez le tableau. Reconnaissance des comme maladie aussi en lien avec remboursement s'il y a arrêt maladie. Vous savez qu'il y a un statut bien particulier à la sécurité sociale bien pour sûr, ces maladies-là. Bien sûr. Voilà, il y a ce qu'on appelle le tableau des maladies. Donc c'est le même système qu'il y a actuellement pour le cancer. Très bien. On travaille aujourd'hui à Sainte-Marie sur l'oralité. J'enseigne la prise de parole en public à mes élèves. C'est une formation aujourd'hui qui est unique en France à travers un pôle de l'oralité qui est maintenant actif depuis 4 ans. On est assez fiers de cette formation. Et l'éloquence est à mon sens très importante dans la vie professionnelle, dans la vie sociale aussi. Et Valérie Pécresse a effectué très récemment un meeting à Paris qu'elle a elle-même qualifié de raté sur la forme. Elle l'a elle-même avoué. Pensez-vous que l'enseignement de l'éloquence soit important et que ça soit un critère aussi de réussite? Alors, on va évacuer tout de suite le fameux meeting. Alors moi, si vous voulez, j'ai écouté plusieurs fois Angela Merkel. C'est curieux, elle ne m'a pas passionnée. Elle n'est pas directement peut-être élue par le peuple aussi. Elle était quand même chancelière 3 fois. Hein, oui, mais elle est élue au suffrage universel indirect. Là, on est sur une élection quand même où le peuple vote. Parce que la Constitution n'est pas faite tout à fait pareil, mais enfin quand même, reconnaissez que c'est quand même le premier personnage de l'État allemand. C'est pas la même culture non plus. Voilà. Après, si il faut avoir fait la Comédie Française pour devenir présidente ou président... Vous pensez que j'enseigne la Comédie Française? Non. Pardon. Mais à la Comédie Française, on travaille l'éloquence aussi. On est d'accord. Et on travaille à l'oralité, et je ne travaille pas, et je ne suis pas comédien. Et l'oralité ne s'arrête pas à la parole. Oui, il y a aussi l'écoute. On est bien d'accord. Et le goût. Oui, c'est l'autre vrai. oralité qui est pas notre. Elle est spécialiste en goût, Valérie Pécresse. Elle a sûrement bon goût. Donc voilà. Mais c'est quand même important pour un président de la République, je pense, de pouvoir faire des discours. Enfin, on voit un président de la République, c'est un homme ou une femme d'action, pas de souci, mais c'est aussi quelqu'un qui fait des discours, qui incarne quelque chose, un message pour la France. On a vu le président actuel, et c'est Emmanuel Macron, mais ça pourrait être un autre. Il a quand même fait des discours et des allocutions télévisées très, très importantes, très suivies, très médiatiques. Ouais. Et les Français, y compris les jeunes, ont suivi les interventions du président pour avoir l'évolution du Covid. C'était souvent, alors est-ce que c'était clair, est-ce que c'était pas clair? Et il y a un travail de pédagogie, il y a un travail aussi quand même d'incarnation de la fonction. Est-ce que vous pensez pas que c'est quand même un gros déboire là pour Valérie Pécresse? Et quand Monsieur Macron, les bras en croix, criait « C'est notre projet !» Ah oui. Ça lui empêchait de devenir président de la République et de bien se comporter après? Non, mais bon, il a fait d'autres meetings, quand même, et d'autres prestations. Et ben voilà, on est en train de reprocher à une femme ce qu'on ne reproche pas aux hommes. Je me le reprocherai à moi-même d'avoir fait un meeting comme ça. Mais elle se les reproche. Est-ce que vous avez entendu de sa part, est-ce que vous avez entendu de sa part elle a dit que c'était loupé. Non, c'était loupé. Bon, alors, déjà, on est tous d'accord sur la question. Après, je vous le redis, Emmanuel Macron, tout le temps de sa précédente campagne, il n'était pas bon. Vous le déplorez? Vous le déplorez, ce meeting?
Non, je ne déplore pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je dirais que ça a au moins fait sortir chacun du coin dans lequel il était retranché, parce que pour l'instant, on n'est que dans l'observation des uns et des autres. Oui, c'est vrai. Je pense que vous aussi, vous avez pu le noter. Là, on a vu sortir les gens. Et elle a surtout dit, voyez combien je suis mise au banc, alors qu'un homme l'est souvent moins que moi pour les mêmes prestations. On a dit pareil d'autres hommes politiques auparavant. Non, je ne pense Vous pas. Vous pensez que le fait que ça soit une femme... Le bashing n'était pas au même niveau. Le fait que ça soit une femme, mais dans oui. votre propre camp aussi. Certains l'ont critiqué. Je pense à Éric Ciotti, par exemple, qui était quand même un soutien de premier poids. Il a quand même bien critiqué aussi Valérie Notez Pécresse. qu'à aucun moment, je vous ai mis les choses sous un camp plutôt qu'un autre. On est d'accord ? On est d'accord, même. Bon. Donc, mon propos, il est clair là-dessus. Bien entendu, elle a été bâchée. Alors ça, c'est de l'anglais. Mais oui. On n'a pas tout à fait l'équivalent en français, donc je me permets d'utiliser l'anglais. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je le déplore. Je déplore que c'est eu ce retentissement, sachant que cette personne a toujours dit depuis le départ qu'elle se sentait plus à l'aise sur des petites salles que sur des grandes, et on lui a dit, tu fais une grande salle. Bon. Ouais. Vous connaissez les obligations de la campagne, il faut aller dans le Cantal. Elle va devoir faire bientôt des grandes salles, non ? Est-ce qu'on va faire des grandes salles ? Je ne sais pas, hein. C'est elle qui va organiser sa campagne actuellement. Mais si elle veut devenir présidente de la République. L'avez-vous vu à Caen ? Oui, un meeting un peu plus avec un peu moins de monde, mais un micro en main, voilà. Avec pas sa console là. Comment l'avez-vous trouvé ? Convenable, propre sur elle, bien présenté. En tout cas, c'était pas raté. On est d'accord. Donc il y a peut-être des géométries qu'il faut savoir adapter. Et je pense que c'est pas inutile aussi. Donc je vous assure que M. Macron n'a pas fait non plus des grandes salles comme sur sa première campagne. Très bien. On va passer à la deuxième partie de mon interview et après on passera aux questions des jeunes. C'est une partie qui est très très courte. C'est simplement pour positionner un petit peu la candidate sur certains thèmes qui parlent un petit peu à la jeunesse également. Je vous demande simplement de répondre par pour ou contre et peut-être un petit argument mais très court, 10 à 15 secondes. Est-ce que donc Valérie Pécresse et vous, à travers votre voix, c'est elle, est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation du cannabis ? Moi, personnellement, je suis contre, et je crois savoir qu'elle est contre. Très bien. Est-ce que vous êtes pour ou contre le droit de vote à 16 ans ? Je n'ai pas encore mon opinion arrêtée. D'accord. Et je crois qu'elle non plus, parce qu'elle l'a mis, me semble-t-il, en débat. C'est en balance. Ça sera un référendum ? Ça sera une question qui sera tranchée par les militants ? Oh non, pas par les militants. Mais c'est quelque chose qui a besoin d'être pesé. À l'aune aussi de ce que peuvent attendre les jeunes. Est-ce que les jeunes en ont besoin, en ont envie ? D'accord. Ok, donc posez peut-être la question aussi aux jeunes. Est-ce que vous êtes pour ou contre le service militaire obligatoire ? À 18 ans, à 25 ans, entre 18 et 25 ans ? Oh là là, le service militaire, quelle histoire ! Quelle histoire ! Avec ses pour et ses contre là aussi. Vous savez, moi je suis de l'époque où on l'a enlevé. C'est Jacques Chirac qui l'a arrêté. Moi j'avais un peu plus que leur âge. Mais à leur âge, il était un truc qui obsédait les personnes, c'était de faire des études et de devoir passer un an, au service militaire. Je vais vous dire, j'ai des copains qui étaient étudiants en médecine, eux, ils ont pris l'idée d'aller faire 3 ans, soit en Afrique, soit dans les territoires d'outre-mer. Pour certains, ne sont pas revenus. Donc là, le bénéfice, eux, ils l'ont eu. Mais l'essentiel des jeunes de l'époque ne le souhaitaient plus. Donc là aussi, ça veut dire que le service militaire tel qu'il était à cette époque, c'est juste pas pensable, à mon avis. Après, est-ce qu'une solution alternative peut se proposer ? De quelle façon ? J'ai aucune idée pour l'instant. Et là aussi, il faudra s'adresser aux jeunes. D'accord, donc ça sera une mesure en concertation aussi avec les jeunes. Ah mais oui, on peut pas, enfin, je veux dire, après, c'est totalement artificiel les mesures. Et enfin, on passe à la dernière question, avant de passer aux questions des jeunes. Pour ou contre le port de l'uniforme à l'école ? Alors, pour votre information, je n'ai jamais porté. Oui. Moi, j'ai fait partie des post-68. D'accord. Donc, il n'y avait pas d'uniforme, il n'y avait pas de blouse appropriée, il n'y avait pas tout ça. De tenue. Je suis allée pas mal dans les pays anglo-saxons qui l'ont. C'est bien. Ils ne le déplorent pas. Ils n'ont pas l'air d'être plus malheureux. Je ne suis pas sûre qu'ici, en France, les jeunes aient envie de ça aussi. Je ne sais pas.
Là aussi, ça demande réflexion, c'est pas si simple. En revanche, je sais que les petites anicroches, voire les harcèlements un peu trop importants sur la marque de godasses ou le jean, etc., je trouve que là, il y a des fois, c'est un peu trop. Très bien. Est-ce que ce sera la parade? J'en suis pas sûre, mais peut-être. On va passer maintenant aux questions des jeunes. Donc les jeunes vont pouvoir se lever, venir à la table et poser directement donc, leurs questions pour se rapprocher un petit peu du micro. Donc on va passer à la première question. Tu veux commencer? Ouais. Vas-y, tu te mets debout, voilà, tu te mets par là, dans le cadre. Bien fort. Alors, bonjour à tous les deux. Alors, j'ai une petite question. Alors moi qui suis membre, je vais parler un peu de citoyenneté, moi qui suis membre du coup d'une association, donc engagée, et j'ai une question du coup sur la vie associative. Comment améliorer l'engagement des jeunes dans la vie associative et auprès de la société civile? Eh bien, j'ai envie de vous dire que dans le mandat que j'ai exercé précédemment à la ville de Saint-Étienne, j'étais en charge des associations. Le milieu associatif et le bénévolat, je l'ai bien pratiqué. Je continue moi-même. Comme toutes les personnes qui arrivent à la retraite, on est tout de suite sollicité pour aller participer à la vie associative et c'est avec bonheur que je le fais. Je crois que les jeunes sont sensibles à la vie associative et ont besoin de s'y retrouver. Ils y trouvent des choses importantes, de la collégialité, de l'entreprise, ou une forme d'entrepreneuriat ou de créativité, un passage aux autres générations de certaines choses. Et je pense que les jeunes, en effet, sont quand même très sensibilisés. Je dirais que c'est l'époque des parents avec enfants en bas âge qui est un peu moins disponible. Très bien, merci beaucoup. Une autre question? Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis actuellement étudiant en faculté de droit et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui concernant le programme de Valérie Pécresse, ça serait concernant les engagements pour les étudiants et pour les réformes de l'université. Alors, plus précisément, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour éventuellement changer la réforme du master avec l'accès en master sur dossier? Alors pour faciliter les accès en master, on sait qu'aujourd'hui, voilà, avec les difficultés qu'il y a, le passage de la licence inclut quand même beaucoup d'élèves. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'élèves qui se retrouvent avec des licences qui n'apportent pas forcément de travail en fait. On a rallongé de 3 ans les études des étudiants, parce que la licence est devenue notre bac. Je suis un peu acerbe, parce que je trouve que c'est pas satisfaisant. Parce qu'on a reporté de 3 ans, mais on ne donne pas plus. Donc qu'est-ce qu'on fait des personnes? Avant, on se disait, bon, à 18-20 ans, on ne sait pas, mais à 23-25, on ne sait pas plus. Donc effectivement, il y a quelque chose à reprendre. Je suis d'accord dans l'idée de repenser, en tous les cas, les trajets. Faut-il rétablir le bac? Pourquoi pas? Ça demande réflexion, mais en tous les cas, il va falloir s'y mettre autour de la table. Il va falloir que... Vous voulez dire un bac plus sélectif? Pourquoi pas? Mais en tous les cas, avoir des voix. Personne ne peut dire qu'il est aussi intelligent ou plus en capacité que son voisin de faire telle ou telle chose. En revanche, moi je vous dis, je vis du milieu médical. Je pense que je gagne moins que mon plombier en fin de carrière et lui en débutant. Donc ça veut dire que j'ai peut-être fait des études, comme je vous l'ai dit, mais n'empêche que celui qui en a fait un peu moins, mais qui n'est pas idiot, c'est pas faire des études ne donne pas de l'intelligence, ça donne des diplômes, c'est tout. Eh bien, le plombier, il gagne bien plus sa vie que moi. Il y a commencé plus tôt. Certes, il n'est pas derrière un ordinateur, mais enfin, il fait un travail qui est assez valorisé. Vous n'avez qu'à voir si vous arrivez à trouver un plombier facilement. Non. Donc moi, je pense qu'il faut savoir aussi dire que un boulanger, c'est aussi bien que d'être, je sais pas moi, vous faites du droit que juriste.
Pourquoi Donc pas. favoriser les filières professionnelles, Mais notamment surtout réhabiliter et réhabiliter le travail manuel. le travail. aussi. Le travail, et dire que le travail, c'est pas sale, le travail, ça fatigue, mais qu'on soit derrière un ordinateur, c'est moins physique, d'accord, mais après on a les yeux qui vous sortent de la tête, vous avez des maux de tête aussi qui arrivent, et en revanche, quand vous êtes, je sais pas, paysagiste, je prends autre chose, vous vivez dans la nature, surtout si c'est quelque chose qui vous plaît. L'important, c'est de faire ce qui plaît, parce qu'on va le prendre pour quelques années de sa vie, parce que maintenant on dit qu'on ne fait pas un métier toute sa vie. Moi je reste encore une exception, mais ça va me changer. Mais à l'intérieur de mon exception, j'ai fait plusieurs métiers malgré tout. Très bien. Je crois sincèrement, et je m'engage véritablement personnellement auprès de Valérie Pécresse, qui elle aussi développe vraiment l'idée que tout n'est pas dans la filière généraliste. Très bien, on a bien compris votre réponse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? D'autres questions ? Tu veux pas reposer ta question que tu as posée tout à l'heure ? Vas-y. Allez, Lève-toi. levez-vous. Levez-vous. Donc, vous nous avez parlé de François Hollande qui avait fait une loi pour la parité. Et donc, vous n'étiez pas forcément extrêmement d'accord avec ça, qu'on devait être choisi pour nos capacités, etc. Mais je voudrais savoir si vous êtes d'accord sur le fait qu'il a commencé quelque chose, puisque ça, c'est un début. Cette loi de la parité, ça oblige à... ça les oblige à choisir ces femmes qui ont peut-être, elles, du talent, Ouais. et qui n'auraient pas été choisies si ça n'aurait pas été Tout à fait obligatoire. d'accord avec vous. Je peux que vous dire oui. Vous savez, moi, de temps en temps, je pousse un peu dans les retranchements. Hein. Je suis un peu féministe sur les bords, hein, je le dis. Je le confesse, hein. Mais c'est pas, vous verrez, c'est un péché véniel. Hein, ça. On est beaucoup pardonné. Donc pour ou contre la parité ? Alors, moi, la parité, En politique. elle doit être exigible et indispensable. Mais attention, que l'on fasse les mêmes sorts à tout le monde, ce qui n'est toujours pas le cas. Moi, quand je suis en présence d'électeurs, y compris de femmes, hein, je vous le dis, parce que les femmes ont les réflexes de Pavlov en la matière. Et ils me disent, alors vous êtes la co de M. Ziegler. Je dis, ah non, M. Ziegler est mon binôme. Ou mon alter ego, histoire comme ça clôt le débat. Parce qu'au début, on prend la remplaçante, la secrétaire, ce que vous voulez. Non, je suis à l'identique. À l'identique, et je n'ai pas l'intention de laisser penser autre chose. Donc moi, je vous le dis, je suis contre la loi qui oblige, mais finalement, je l'accepte parce que cette obligation a rendu un peu de liberté et de possibilités aux femmes qui n'étaient pas préexistantes. Et je vais vous dire que les femmes ne sont pas les meilleures porteuses de la chose, que très souvent elles s'effacent. Très souvent, vous voyez, il m'arrive quelquefois d'être dans une commission et je la préside. Et mon collègue, homme, est là aussi pour les mêmes raisons. Et il s'avère que, comme je suis une personne polie, je laisse parler la personne avant d'être, en tant que présidente, de conclure sur l'avis à donner. Je vous jure que c'est vrai ce que je vous dis là. Mon collègue donne son avis et la personne en face, qui est une femme, jeune, charmante, qui a tout pour elle, dit, eh bien écoutez, plus c'est comme ça, on s'arrête à la parole qui vient d'être donnée. Je dis, mais la présidente n'existe pas aujourd'hui. Vous voyez, le réflexe de Pavlov est toujours là. Donc ça, c'est votre combat, parce que moi, je vais le faire encore. Et vous aurez encore à le continuer. Ouais. J'avais une autre question par rapport à quelque chose que vous avez dit auparavant. Du coup, sur les héros français au Mention du bac, il me semble. Et pourquoi pas des héroïnes françaises Ah, mais héros, pour moi, alors attention, hein, vous m'en voudrez pas, je ne suis pas spécialement écriture inclusive. Et moi, héros, je le prends au sens de la grammaire classique, c'est-à-dire que malheureusement, le masculin l'emporte sur le féminin, sauf pour les écoles d'infirmières, parce que je refuse qu'on dise des écoles d'infirmiers. Je vous le dis. Voilà, c'est ma petite fantaisie à moi. Il n'empêche que, avant, pour dire quelque chose de général, on dit un. Donc, un héros comprend forcément des femmes, et croyez-moi. D'accord.
beaucoup de femmes ne sont pas qualifiées d'héroïnes. Tant mieux, ça, si c'était les héroïnes. Et c'est les héroïnes du quotidien. C'est celles qui font le plus de choses, actuellement encore. Vous en êtes une. Enfin, quand vous aurez des enfants, que vous aurez une famille, que vous aurez, etc., que vous travaillerez, parce que vous aurez sûrement cette vie palpitante, vous verrez que vous serez une héroïne du quotidien. Et ben moi, j'y crois à ces femmes-là. D'accord. Alors, comptez sur moi. Et puis moi, je vais un peu plus loin, parce que je dis, la population mondiale, c'est 51% de femmes. Moi, je réclame 51% de ma part. 49% pour les messieurs. Alors, je vous assure que là, en général, j'ai des hommes qui me regardent de travers, qui tordent le nez. Là, je le dis. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, on a terminé cette émission. Avec Merci plaisir. pour cette première. On a essayé de faire une émission, vous avez pu vous exprimer longuement, je crois que je vous ai bien laissé parler. Les jeunes aussi ont pu s'exprimer et ça c'est vraiment aussi très positif. Tout le monde a pu poser une petite question, on a pu interagir sur des sujets qui concernent les jeunes. Donc je vous remercie vraiment d'être la première dans l'émission Face aux jeunes. Et moi, je vous remercie de cette invitation. Je ne savais pas du tout où je me rendais. Mais je suis un peu aventureuse. Donc j'ai dit, allez, moi j'y vais. J'y vais. Je suis très contente de vous avoir rencontré. Très contente d'avoir rencontré l'établissement qui est magnifique. Et puis je voulais vous dire que je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis je vous souhaite d'avoir une vie palpitante et que chacun d'entre vous ait une réussite formidable. Parce que je crois que c'est ça la vie. Et vous verrez, il y a des fois des petites choses qui viennent vous changer le cours de votre vie. Mais en fait, souvent, elles ne sont pas là par hasard. Je ne crois pas au hasard. Vous êtes là, je suis là. J'espère qu'on aura bien interagi, qu'on se sera apporté beaucoup de choses. Merci beaucoup.